Eh bien, bonjour à tous et bienvenue donc à ce sprint 47, à cette revue de sprint 47 qui a commencé le 29 janvier et qui se termine aujourd'hui le 4 mars. On l'a intitulé EZ Weta parce qu'en fait, le sprint précédent, nous n'avions pas de focus. C'était un sprint, on l'avait intitulé triangulaire centré. Cette fois-ci, on a essayé d'avoir un focus donc, qui est sur la mise en place du cluster EZ Meta. Sauf qu'on voulait aussi évoquer le fait qu'on a eu des bugs qui nous ont ralentis. Donc, du coup, c'est l'idée du petit M retourné. Et parce que les Weta, ça existe vraiment. Donc, c'est des orthoptères. Donc, c'est un clin d'œil à la Nouvelle-Zélande par l'intermédiaire de Thomas. Voilà. Donc le sommaire de cette revue de sprint, donc les chapitres habituels, communication, analogiste, une part importante consacrée à la production. Il n'était pas intervenu, Laurent n'était pas intervenu la dernière fois, mais on a beaucoup travaillé avec eux, en particulier justement pour la mise en place de ce cluster EZ Meta en production. Donc il y aura la section EZ Meta qui sera propre aussi. On va parler d'Easy Mesure, on va parler en particulier de ce qu'on a continué à faire en termes de interrogation, automatisation des rapports sushi, enfin téléchargement des rapports sushi dans Easy Mesure. Donc là, on est dans une phase assez importante de la mise en place de cette nouvelle fonctionnalité qui se révèle assez difficile à gérer. Et donc, on a été un peu retardé, mais on préfère bien prendre le temps de faire les choses correctement. Et vous verrez que même si on ne livre pas au cours de ce sprint, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Voilà. Et puis on terminera avec Readmetrics et Thomas nous parlera d'une prise de contact avec le consortia européen. La partie communication, on a eu 3 nouvelles installations et même une ce matin qui était... ce matin, c'était quoi Thomas déjà? C'était... Singapour. Singapour, voilà, Singapour, ça m'avait... Singapour. Voilà, c'est exotique. Trinidad et Tobago, Singapour, voilà. On a fait 7 rendez-vous au cours du sprint. C'était assez nombreux en fait. Du coup, comme c'était aussi un sprint court et qu'on a passé 7 heures de support, on se dit qu'on va gérer peut-être différemment, on en reparlera. Et on va en fait vous proposer de grouper, en fait, de faire des rendez-vous, des supports personnalisés regroupés. On a eu quelques feedbacks, on a eu 7 inscriptions sur Easy Mesure, ce qui fait que nous sommes à 421 utilisateurs actuellement. Je passe la main à Thomas qui va évoquer notre participation aux journées satellite ICOLC. Alors, il s'agit de, c'est pas tellement des journées satellites, c'est en fait, c'est des réunions pour les consortiums plutôt situés sur le territoire européen, parce que ça se passe à des heures qui sont pratiques pour les Européens. Donc, il y a l'ICOLC, c'est le consortium des consortiums, c'est le consortium international dont les membres participants sont des consortiums nationaux ou transnationaux et auxquels Couperin adhère et participe. Et puis, c'est là aussi qu'on trouve des collègues comme Patrick Pfeiffer pour le consortium du Luxembourg, et puis d'autres collègues pour les consortiums européens, portugais, espagnol, italien, grec, etc., etc. Et Patrick coordonne avec un collègue des Pays-Bas une réunion mensuelle maintenant. Ça fait quelques mois que ça se tient pour faire le point avec les collègues du réseau iColc. Et chaque mois, on assiste à une présentation sur des thèmes variés, que ce soit des négociations d'accords transformants, la présentation d'outils comme Readmetrics, ou alors, comme c'était le cas la dernière fois, la présentation de la nouvelle version de Counter, donc la version 5, que Lorraine Estelle et Bernd Oberknapp sont venus nous présenter pendant une grosse demi-heure.
Et la discussion qui s'en est suivie m'a permis d'intervenir sur Readmetrics pour signaler l'existence de Readmetrics à nouveau, puisqu'on on l'avait déjà fait, et pour dire que Readmetrics serait bientôt prêt à moissonner et à traiter des rapports Counter 5, un thème dont il sera un peu question dans les slides suivantes. Voilà, donc cette intervention-là et le fait de discuter avec Laura Nestel et Bernd Oberknapp dans ce cadre-là ont permis de convenir de l'organisation d'une présentation au comité exécutif Counter qui va se faire probablement le 1er avril, si tout se passe bien. Et voilà, donc c'est des occasions comme ça qui nous permettent de parler un peu à la fois de ce qui nous préoccupe en tant que consortium, mais aussi de ce qu'on a proposé en tant que projet à d'autres consortiums qui sont intéressés et qui seraient intéressés par des outils comme ceux qu'on développe pour la communauté. Voilà pour ce thème-là. Ok, un petit clin d'œil rapide sur une proposition de stage qu'on a faite. Donc, on voudrait prendre un stagiaire pour commencer à travailler sur une librairie graphique qui s'appelle Vega et qui nous permettra de faire plus que ce que propose Kibana. On a eu 11 candidatures, on a auditionné 3 candidats, on a retenu un en début de semaine. Voilà, donc on en reparlera. Et puis on aborde la section maintenant analogiste avec Fred qui prend la main. Oui, bonjour à tous. Donc, on va commencer par les métriques de ce sprint. Donc, nous avons actuellement 519 plateformes qui sont recensées dans Analogist. Ça fait 8 de plus par rapport au sprint précédent. Donc là, j'ai mis les chiffres en haut à droite du sprint précédent, du mois de décembre. On a 362 parseurs qui sont actifs dans EasyParse. On en a rajouté 2 nouveaux. Et puis, on a 181 parseurs qui sont utilisés par l'ESR. Donc, on a une baisse par rapport à ces chiffres EasyMesure. Donc, on était à 205 en fin d'année 2020, mais c'est normal puisqu'en début d'année 2021, tous nos partenaires n'ont pas encore déposé leurs événements de consultation dans EasyMesure. C'est ce qu'on va voir dans le slide suivant avec donc les chiffres, les métriques d'EasyMesure. On a 27 millions d'événements de consultation qui sont déposés dans EasyMesure, donc les 181 parseurs que l'on retrouve actuellement. Et puis on se rend compte que en ce début d'année, c'est la plateforme Istex qui a le plus d'événements de consultation. Les plateformes les plus utilisées par l'ESR, c'est Istex, Cyberlibris, Kern, Dalos et Science Direct. Pour la partie donc de la journée parseur, donc la journée parseur qui a eu lieu donc pendant ce sprint. On a eu 6 plateformes à traiter, on a fait 4 mises à jour, donc des plateformes avec des échanges notamment avec Timothy Roney sur les plateformes Garnier numérique, sur De Gruyter, il y a souvent des corrections des tests qui sont faits et donc des échanges entre Yannick et Steven et puis Timothy. Et puis on a aussi la participation pendant ce sprint de notre collègue du CHU de Lyon, Carole Bruno, qui a analysé une nouvelle plateforme qui s'appelle Docteur Imago. Voilà, donc c'est un nouveau parseur qu'on a mis en place et qu'on a testé, qui fonctionne. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble donc de ces journées parseurs dans un article de blog qui est en ligne dans le blog easyparse.org depuis hier. Et je laisse la main à notre ami Laurent Pelletier qui va nous parler de la partie production. Oui, bonjour à tous. Alors au niveau de la production, donc il y a 4 points à noter. Le premier, donc c'est le retraitement BIP-CNRS qui a eu lieu. Alors il a eu lieu du 18 au 26 janvier, donc c'est-à-dire sur le sprint précédent. Et comme je n'étais pas intervenu sur le sprint précédent, je me suis dit que ça serait bien de le rappeler. Donc c'est un retraitement qui est régulier, hein, vous avez l'habitude, c'est 2 fois par an, et ça consiste à retraiter les données de BIP-CNRS par EZParse et après à les recharger sur ZMesure. Et pourquoi on les retraite par EZParse? Pour pouvoir
bénéficier des dernières mises à jour des parseurs. Donc c'est un traitement qui a duré au niveau EZ-Parse 3 jours. C'est 3 jours de traitement machine, 3 jours et 9 heures. Z-mesure, je n'ai pas relevé, mais on doit être à peu près à 2 heures de chargement, donc c'est beaucoup moins par rapport aux presque 4 jours, 3 jours et demi qu'on a. Et c'est pour ça que je n'ai pas noté. Et donc pour un temps de gestion de 6 heures, c'est-à-dire qu'on on passe 6 heures à regarder à échanger, à regarder les scripts, etc. Donc voilà. Autre point, le rechargement Xtex 2018, pour l'année 2018. Donc ça, c'est un traitement, donc c'est juste un rechargement dans UZ-Mesure. Ça a eu lieu du 8 au 11 février. Ça a été fait à la demande de la direction de l'INIST qui voulait effectuer des statistiques comparatives pour les années 2019-2020. Alors, bon, il avait été supprimé. Pourquoi? Là, je pense que vous le voyez sur le slide, c'est l'encadré vert. Il occupe beaucoup de place. Et donc du coup, pour gagner de la place, on supprime des choses plus anciennes. Bon là, malheureusement, il y en avait encore besoin, donc on l'a rechargé. Alors là, on a un temps de traitement de 24 heures au niveau machine. Ça a duré une journée complète. C'est fait en 4 tranches, comme on peut le voir, c'est par trimestre, et avec des durées assez inégales qui vont de 4h10. Donc ça, c'est pour le trimestre 2, où on voit qu'on a 30 gigas de données, et ça va jusqu'à 9h30 de traitement pour le 4e trimestre, qui est 2 fois plus gros en termes de données. Et là, au niveau gestion, on a 3 heures de gestion pour cette action-là. Alors, il y a eu quelques autres rattrapages de production. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. En tout, il y a eu à peu près 5 incidents de production qui ont demandé 7h40 de gestion. Alors, les incidents, en règle générale, c'est lié à des liaisons cross-ref qui échouent pendant le parsage. Et donc, on est obligé de reprendre la partie parse et puis la partie chargement dans EZ-Mesure. Alors, autre point, c'est la mise en œuvre des snapshots EZ-Mesure. Là, je vais peut-être laisser la parole à Dominique. Ok. Oui, c'était une chose qui restait à faire, en fait, donc pour permettre de sauvegarder les index. Donc, il y a des sauvegardes machines qui se font, mais au niveau élastique, c'est plus sécurisant de faire des sauvegardes des index du cluster. Sauf que comme on a un cluster avec plusieurs machines, et il faut que chaque machine du cluster ait accès à un espace disque partagé. C'est ce qu'on a mis en œuvre, donc en ayant à disposition une machine dédiée à cet espace de stockage avec un montage NFS. Chacun des nœuds a accès à ce montage. Ça nous a permis au niveau de l'administration élastique de définir des snapshots quotidiens, de tester ces snapshots et de nous apercevoir qu'en fait les index sont bien sauvegardés. Tous les jours il y a une tranche supplémentaire qui est ajoutée par rapport à ce qu'on ajoute. Sauf qu'ils ne sont pas gérés automatiquement, donc du coup, l'espace disque se remplit, donc il faut gérer manuellement en fait le fait de ne pas dépasser cet espace disque. Et ce qui se passe, c'est que les nouvelles versions d'Elastic proposent en fait cette gestion automatique, et donc ce qu'il faut qu'on prévoit, c'est de monter en version, et en particulier vers la version 7.10, on en reparlera parce que c'est celle qu'on utilise aussi pour le cluster ZMeta. Et il nous reste aussi à faire sur le cluster EZ-Mesure une montée en version des nœuds, c'est-à-dire au niveau de l'OS. On est en 16.4 et il faudra qu'on passe en 18.10. Voilà. Et donc le focus du sprint, c'était la mise en production du cluster ZMeta, donc qu'on a fait avec la prod. Et Laurent, tu veux reprendre la parole peut-être ? Oui. Donc la mise en production du cluster ZMeta. Donc ça a été fait les 3 et 4 février, donc via un atelier commun entre l'équipe Z-Team et puis le service ici. Donc il est composé, comme on peut le voir sur la diapo, de trois machines, c'est celles qui sont en haut à gauche. Donc 3 machines qui sont vraiment des nœuds élastiques, et une 4e, donc c'est celle qui est en bas, la 3e à droite, qui elle contient un Kibana et élastique, qui est un élastique un peu, on va dire, coordinateur de l'ensemble.
Donc les principales actions, ça a été le déploiement des machines. Puis après, donc la prise de possession des machines, on est allé dessus. Et puis, des choses assez classiques pour l'installation d'un cluster élastique à plusieurs nœuds. Donc l'installation des certificats sur les machines, leur lancement, vérifier qu'elles communiquent bien entre elles. Voilà, en gros, c'est ça. Donc le but de ce cluster, c'est d'accueillir des données de ZNPWall, le miroir de NPWall, et également d'autres types de données comme call HLM, dont Dominique et Léo vont parler juste après. Donc les deux dernières actions qui doivent être menées sur ce cluster, c'est la mise en place du snapshot, c'est-à-dire en fait, comme l'a expliqué tout à l'heure Dominique, de raccrocher ces machines à la machine centrale qui permet de faire les snapshots, et puis le changement des certificats. Voilà. Et donc on arrive à la partie EZ-Meta, donc du coup ce cluster, donc comme il est en prod, on a installé pas mal de choses en prod dessus. Et donc ça concerne Léo, tout ça, parce que c'est lui qui a travaillé sur NPWall, hein, et NPWall c'est effectivement l'application la plus importante sur ce cluster. Donc je te passe la main, Léo. Oui, donc bonjour à tous. Donc comme l'a dit Dominique, NPWall, c'est ce qui va prendre le plus de place dans EZ-Meta, mais on a aussi les données call HLM. Donc pour les données call HLM, j'ai réalisé une documentation en français sur le dépôt Git interne pour l'équipe de prod, afin qu'ils puissent utiliser la commande nodeta call HLM. Et pour rappel, cette commande, elle va servir à insérer les données dans un élastique, en l'occurrence celui de ZMeta si on met la bonne configuration. Donc toutes les données ont été insérées et on peut accéder à ces données via un tableau de bord dans l'espace négociation à l'adresse zmeta@inis.fr. Bien sûr, c'est une adresse interne. Oui. Donc pour les données NPWall, donc pareil, j'ai réalisé une documentation en français dans un dépôt Git interne pour l'équipe de prod afin d'avoir la documentation pour déployer l'API EZ-NPWall et une autre documentation afin d'utiliser la commande node EZ-NPWall. Et donc la commande node EZ-NPWall, elle va permettre d'insérer les données NPWall dans un élastique. Donc c'est la même chose que pour Etacol HLM. Donc actuellement, on a le serveur EZ-NPWall qui est déployé sur une VD mais en mode production, et on a pu insérer toutes les données NPWall dans EZ-Meta. Et donc on peut aussi accéder à ces données via le Discover de ZMeta, donc à la même adresse. Et donc pour l'insertion des données NPWall dans EZ-Meta, cela s'est passé en deux temps. Donc premièrement, on a fait le chargement du fichier initial, donc le gros snapshot qui datait d'avril 2020, donc il contenait 114 millions de lignes, et cela a pris 17 heures d'insertion. À savoir que le fichier était déjà présent dans le serveur, on n'a pas eu besoin de le retélécharger. Par contre, pour les mises à jour, donc on les a effectuées entre avril 2020 et maintenant. Donc c'était 45 fichiers qui ont été téléchargés et insérés, pour un total de 90 millions de lignes qui ont été mis à jour et insérées pour certaines. Et cela a duré plus de 90 heures de traitement. Donc les mises à jour, elles prennent beaucoup de temps, 90 heures ça fait plus de 3 jours, et vu qu'actuellement ZNPWall est sur une VD et non une machine de développement, on va potentiellement devoir refaire une insertion. Donc l'équipe s'est renseignée pour obtenir le gros snapshot le plus récent, et donc pour être au courant des publications de gros snapshots tous les 6 mois, on a rempli un formulaire pour s'inscrire sur un Google Group qui nous avertira en cas de publication de gros snapshots. Comme on peut le voir sur la capture d'écran, on peut voir que la plus récente date de février. Et donc, si on a le snapshot le plus récent, le plus gros, on va réduire considérablement le temps d'insertion de toutes les données puisqu'on aura beaucoup moins de mises à jour à faire. Donc là, en fait, oui. Tu
peux parler. Ouais, je peux parler comme je voyais, tu ne parlais pas. Un des avantages d'Elastic Kibana, enfin de la stack Elastic, c'est qu'elle autorise son auto-administration. Et donc, via des dashboards, on peut faire le suivi, en fait, là, en particulier, du chargement. Donc, on peut monitorer, en fait, ce qui se passe au niveau du chargement. Et donc, c'est ce que vous voyez sur ces différents graphiques. On voit l'occupation mémoire, l'occupation de l'espace disque, la vitesse d'indexation, le nombre de segments Lucene, qui est le moteur de recherche qui est derrière Elastic, et puis par exemple aussi quelque chose qui est un peu plus parlant, le nombre de documents en fait. Et donc vous voyez que sur la période où on a chargé ZNPWall, quand on a chargé le snapshot, il y a eu une grosse augmentation du nombre de documents, hein, c'est en bas à droite. Et puis après, quand on a fait les mises à jour, le nombre de documents a évolué beaucoup moins vite. La vitesse d'indexation était beaucoup moins importante puisque c'était que des mises à jour. Mais par contre, ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc on voit que sur ce graphique, le snapshot, ça va vite, mais les mises à jour, ça prend du temps. D'où l'intérêt d'avoir des snapshots les plus récents possibles. Voilà. Et Léo, Donc, ouais, je prends de la main. Donc, en plus de ça, on a rajouté ZNPWall dans un Uptime Robot. Donc, on le voit en dessous des autres applications. Donc, si jamais le serveur est arrêté pour X raison, ça va nous envoyer un mail d'avertissement à toute l'équipe. Et on a également rajouté des paramètres qui, si le serveur est arrêté à cause d'une erreur, il va redémarrer automatiquement. C'est plus l'aspect sécurité et maintien du service. Et donc là, on va passer au côté développement. Donc la commande ZU, elle a subi des changements. Donc avant, on avait le code d'enrichissement qui était intégré à la commande. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas utiliser la fonctionnalité d'enrichissement ailleurs que dans la commande. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé le code d'enrichissement et je l'ai mis sur le serveur EZNPWall. Donc maintenant, pour enrichir un fichier, on va passer par des requêtes HTTP. Donc la commande, elle va faire appel à des URL pour faire les enrichissements. Donc il n'y a pas eu de changement à l'utilisation de la commande, c'est toujours la même syntaxe. Et grâce à ça, ça va nous ouvrir la voie pour utiliser la fonctionnalité d'enrichissement, par exemple dans un site web, donc le futur site web de ZNPWall. Et le fait de déplacer le code d'enrichissement dans ZNPWall nous a aussi permis de créer des tests fonctionnels sur cette fonction. Donc on est actuellement à 80 tests fonctionnels sur ZNPWall. Et il est également possible maintenant d'effectuer plusieurs enrichissements simultanément sans conflit. Attends, Dominique, est-ce que tu peux revenir sur la... Voilà. Je voudrais juste souligner l'intérêt pour la communauté au sens large de ce dont vient de parler Léo, c'est-à-dire la mise en place d'un site EasyNPWall qui permettra d'interroger par le biais d'un formulaire, enfin par le biais d'une interface manuelle, ce qui est déjà possible avec la commande, c'est-à-dire sans avoir à passer par Léo comme on a fait jusqu'à présent. Ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que on va pouvoir ouvrir un service où vous allez pouvoir, vous, en tant que utilisateur de l'ESR et de la documentation numérique, venir enrichir un fichier qui contient une liste de DOI avec des métadonnées bibliographiques telles que NPWall les propose. Donc à partir du moment où vous avez une ressource avec un DOI, et que vous avez un document qui contient une colonne de DOI, vous pouvez interroger NPWall et récupérer pour ce DOI les métadonnées que NPWall embarque. Donc typiquement, un degré d'ouverture open access, un titre, une année de publication, une liste d'auteurs, etc., etc. Donc ça, c'est hyper intéressant et ça va. Moi, j'ai l'impression que ça va être un service très important, quoi. Sachant que c'est un service qui existe déjà sur le site NPWall actuel, mais qui est limité à... Léo, c'est pour toi la question, là, 100 000 DOI, je sais pas. 100 000 DOI par jour, non? C'est quoi? Il y a des histoires qu'on peut pas non plus faire autant de requêtes qu'on veut dans un temps donné, en fait. Et Voilà. c'est pareil, il y a une limitation de 250 000 par jour. Il y a des limitations à l'interrogation que nous, on va pouvoir élargir un peu. Enfin, ça, c'est un truc qui reste à définir, mais disons que la commande est en place et l'API est en place, et du coup, l'apparition d'un site
qui va permettre de s'adresser à ce service depuis une perspective non informaticienne est très prometteuse. Donc ça, on vous en dira plus dès que ce sera en place. Il y a déjà une grosse pression interne pour que ça soit fait. C'est vrai, on va pouvoir se servir de ce cluster. Et c'est vrai que ça nous paraissait évident, mais tu as bien fait de ressouligner cette fonctionnalité qui sera très intéressante pour les utilisateurs, effectivement. Et on aborde la partie EasyMeasure. Donc du coup, oui, on a consacré pas mal de temps à des mises en production, et c'était le cas aussi pour les consultations Open Access de BIPCNRS. Donc là, toujours le même principe, hein, on a un dépôt Git interne qui est destiné à la prod, dédié à la documentation des commandes et des traitements réalisés. Là, c'est un traitement qui a lieu quotidiennement et donc qui permet de voir dans un dashboard, dans l'espace CNRS de EasyMeasure, les consultations qui sont spécifiques Open Access dans BIPCNRS. Donc vous savez que depuis la nouvelle version de BIPCNRS, BIPCNRS propose de cliquer directement sur des documents qui sont en Open Access s'il les trouve dans ses résultats de recherche. Et donc du coup ça donne lieu à une part de consultation qui échappe aux statistiques qu'on mesure habituellement, et donc on a le moyen par ce biais d'estimer cette part qui se retrouve en Open Access. Là, depuis le début du sprint, vous avez remarqué qu'on parle beaucoup d'Elastic, de la stack Elastic, des clusters, donc on en a plusieurs. Donc on a celui qui est en prod EasyMeasure, et donc chaque cluster a sa version. Je vous ai dit aussi qu'on souhaitait les faire se mettre à niveau de ces versions. Donc là, la raison pour laquelle en production on veut monter de version, c'est qu'on veut pouvoir mieux gérer la rétention des snapshots. Ce qui fait que sur la pré-prod EasyMeasure, on a testé cette montée en version. Donc on voit qu'elle nous apporte une meilleure gestion des snapshots. Elle nous apporte aussi la possibilité, l'intégration Vega qui passe en production maintenant, production ready, alors qu'avant elle était encore en mode test. Par contre, à chaque fois qu'on monte de version, ça nous demande de vérifier que le plugin qu'on a développé pour Kibana, le plugin reporting, soit bien compatible avec les nouvelles versions. Et il se trouve qu'il y a des changements parce que en fait, Elastic fait évoluer sa stack, et en particulier Kibana via l'interface. Et donc il faut s'adapter, et donc à chaque fois ça nous demande un peu quelques efforts, et là c'est Steven qui s'y colle. On a aussi donc la version de la stack Elastic en prod, mais au niveau EZ Meta, et donc là on est en 7.10.2. C'est une version encore supplémentaire à celle de la pré-prod, parce que dans l'entrefaite, ils sont aperçus que la partie Vega demandait aussi un peu plus de vérification au niveau des contrôles de sécurité. Ça ne nous concernera pas forcément, puisque ça sera des traitements qu'on ne confiera pas aux utilisateurs, ça sera réservé aux administrateurs EasyMeasure, mais c'est pour montrer que en fait, c'est très réactif et que ça évolue assez rapidement. Et je passe la main à Fred et à Xavier qui vont nous parler de la partie sushi moissonnage et tout ce travail de fond qu'on est en train de faire en ce moment. Donc effectivement, dans cette partie, bonjour, il va être beaucoup question de sushi. Et pour rappel, sushi est donc un protocole de moissonnage qui permet à un outil dédié tout d'abord d'aller arpenter les différentes plateformes statistiques des éditeurs auxquels on est abonné, ensuite d'y récolter les rapports Counter disponibles pour son institution, et troisièmement de les engranger dans un dépôt unique, car nous filer les métaphores, n'est-ce pas? Donc un tel outil évite donc aux bibliothécaires dont je suis d'aller manuellement faire le tour de toutes les plateformes pour collecter les rapports d'usage. Tous les rapports qui sont disponibles le seront à terme à partir d'une interface unique. Et donc cette fonctionnalité, elle est en cours de construction dans EasyMeasure. Ceci dit, comme souvent, pour faire démarrer la moissonneuse, il faut intervenir encore une dernière fois de façon manuelle, c'est-à-dire trouver la clé et l'actionner. La clé
qu'est-ce que c'est? La clé, c'est les identifiants sushi que vous voyez à l'écran et qui sont à récupérer sur les plateformes éditeurs. Donc à savoir l'URL du serveur sushi et d'autres infos telles que Customer ID, Requester ID et une clé API. L'actionnement, comment ça se passe? Eh bien tout simplement, c'est la saisie valide de ces identifiants dans l'interface EasyMeasure qui vous sera proposée. Avec Frédéric, nous avons donc pardon, il y a une saute. Nous avons testé cette opération pour les abonnements du CNRS et voici donc notre retour. La première chose, slide suivante, c'est donc la phase de collecte des informations. Alors, les partenaires qui avaient précédemment participé au POC sur cette fonctionnalité l'avaient déjà fait remonter, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, il y a une grande irrégularité dans les identifiants à fournir pour configurer le moissonnage. Et donc en termes d'éléments requis, l'URL, le serveur et le Customer ID sont les seuls éléments systématiquement fournis par la plateforme. Pour le reste, c'est plus variable, vous obtiendrez soit l'un des deux, l'autre, mais en tout cas jamais les deux, jamais aucun des deux, pardon. Et donc également, je précise qu'en termes de morphologie, vous aurez parfois des identifiants sushi qui seront des codes plutôt longs générés par l'éditeur, mais parfois ils reprennent des identifiants de connexion du même type que ceux de vos comptes administrateurs. Slide suivante, on va voir qu'en termes de localisation, il est parfois difficile de les dénicher, ces informations. Il faut cliquer pour faire apparaître des bouts de page ou pour faire apparaître des pop-up, et parfois il faudra même demander à la plateforme de les générer. Donc on a ici un exemple avec la ressource Geoscience World qui fonctionne avec l'agrégateur Silverchair. Donc on a cette plateforme, elle présente les deux cas de figure d'affichage. Premier cas de figure, les informations sushi sont présentées de manière très distincte, détachée, API, URL, Customer ID, Requester ID, mais parfois, slide suivante, vous verrez que ça peut être sous la forme d'un lien beaucoup plus long où les informations sont noyées et en fait séparées simplement par des symboles esperluettes, le symbole E. Donc il faut être assez vigilant des fois pour pouvoir les repérer et les extraire. Ceci dit, deuxième chose, et donc c'est la slide suivante, il n'y a pas à avoir peur de cette hétérogénéité, de cette irrégularité. Car au cours de ce sprint, on a trouvé un annuaire très exhaustif qui est fourni par EBSCO sur le site EBSCO Connect et qui précise pour chaque plateforme les éléments sushi requis pour activer le moissonnage. Donc je vais coller le lien dans le chat pour vous le partager. Voilà. Après, le petit défaut de cet annuaire, c'est qu'il n'y a pas de barre de recherche ou de sommaire. Donc pour s'en sortir, il faut procéder par CTRL F et saisir le nom de sa plateforme quand on la recherche. Et donc, avec un tel annuaire sous la main, eh bien parcourir les plateformes pour trouver les identifiants, ça se fait de façon quand même plus sereine. Et l'annuaire aide vraiment à savoir quoi chercher. Troisième et dernière chose, c'est les deux dernières slides. Donc, même si vous allez finir par saisir toutes ces informations dans EasyMeasure, on vous recommande vraiment en complément de consigner vos identifiants sushi dans une instance tierce pour en garder une trace plus homogène et plus facilement accessible que sur les plateformes éditeurs. Alors, pour notre part, on a opté pour le tableau Trello qu'on utilisait déjà pour consigner nos identifiants admin. Mais vous pouvez tout à fait opter pour autre chose, un tableur, comme vous le souhaitez. Donc nous avons pour notre part ajouté des tags à ce tableau déjà existant pour distinguer les plateformes qui sont déjà compatibles Sushi 5 pour Counter, car EasyMeasure ne prend que du Counter 5, vous allez le voir. Et donc aussi pour distinguer celles qui ne sont que en Sushi 4 et qu'il faudra retourner voir ultérieurement pour voir si elles sont montées en version. Dernière slide, on a ajouté des tags également pour les agrégateurs tels que Highwire ou Silverchair et on a relié finalement toutes les cartes de ressources d'abonnements qui sont agrégées par ces différents agrégateurs. Donc comme ça on s'y retrouve mieux, on sait mieux comment fonctionne l'écosystème au niveau des rapports. Et donc
Voilà, pour conclure, en défrichant de la sorte avec les abonnements du CNRS et l'annuaire EBSCO, on a réussi à connecter un assez grand nombre de plateformes et donc nous serons tout à fait en mesure de vous assister aux besoins lorsque la fonctionnalité passera en production. Et je passe à présent la main à Fred qui va vous présenter l'interface EasyMeasure en tant que telle pour le test. Voilà, merci Xavier. Donc, avec tout ce travail qui a été fait en amont, après, ça va être encore plus facile pour les utilisateurs. Ça va être de saisir ces informations dans EasyMeasure. Donc, actuellement, nous, pour la phase de test, on l'a fait dans EasyMeasure Pré-Prod, c'est-à-dire que pour l'instant, vous ne le voyez pas dans EasyMeasure Production, dans votre compte EasyMeasure. Donc, ça va se passer au niveau de votre compte. Donc, à savoir que cette fonctionnalité va être accordée au correspondant donc, de chaque établissement. Ça pourrait être le correspondant technique ou le correspondant documentaire. Et à ce correspondant, pour cette phase de test, on va leur accorder un rôle qui s'appelle Sushi Foam Tester. Voilà, donc ça va leur permettre de tester justement la validité des identifiants dont parlait Xavier. Donc, dans votre compte, vous avez donc sur la gauche votre profil et donc en dessous, vous avez l'espace sushi. Il suffit de cliquer dessus et vous allez vous retrouver sur une page d'accueil qui va vous permettre de saisir justement ces informations sushi. Donc, si on passe à la slide suivante, voilà, donc vous avez en haut une petite clé qui vous permet d'ajouter une nouvelle fiche. Donc une fiche, ça peut être une fiche par éditeur, par plateforme, ou ça peut être aussi une fiche pour le même éditeur. Enfin, vous pouvez faire plusieurs fiches pour le même éditeur. Dans le cas du CNRS, par exemple, nous avons 10 portails, donc on est amené parfois pour un même éditeur de créer plusieurs fiches. Voilà, donc cette fiche reprend toutes les informations dont on vous parlait précédemment, Xavier. Et puis vous avez aussi donc un petit menu donc au niveau action qui vous permet de modifier cette fiche, de la dupliquer justement dans le cas où vous avez plusieurs packages. Et puis aussi donc là ça va être justement la phase importante qu'on verra après. En cliquant sur rapport disponible, vous allez pouvoir vérifier en interrogeant justement la plateforme éditeur Sushi les rapports qui seront disponibles au téléchargement futur. À savoir que en moyenne, c'est une quinzaine de types de rapports qui sont disponibles, mais Steven vous en parlera tout à l'heure aussi, il y en a parfois plus selon les éditeurs. Et puis aussi, vous aurez la possibilité de voir l'historique de vos tâches. Voilà, donc cette saisie de fiches est très simple. Et puis, ça va vous permettre de tout centraliser au même endroit. Donc, c'est un travail qui va être fait une fois pour toutes et puis qui vous permettra de centraliser tous vos futurs rapports, tout le moissonnage dont parlait Xavier au même endroit. Si on regarde à la page, à la diapo suivante, quand on teste donc, comme je vous le disais tout à l'heure, rapport disponible, une requête va être lancée au niveau de la plateforme éditeur Sushi, et puis un retour va revenir, donc un retour positif qui va être en vert. Dans le cas de l'affichage, ça va être opérationnel ou échoué. Donc quand c'est opérationnel, vous allez recevoir la liste des rapports, de types de rapports qui sont disponibles pour cet éditeur. Voilà. Et d'ailleurs, justement, par rapport à ça, il y a tout un travail qui a été fait au niveau développement que vous ne voyez pas en tant qu'utilisateur, mais Yannick s'y est collé et on a eu beaucoup d'échanges, justement, Xavier et moi et Yannick, parce que on s'est rendu compte au niveau de la saisie des informations, au niveau de notre test, grande envergure au niveau du CNRS, puisqu'on a saisi quand même 45 fiches pour les éditeurs. On s'est rendu compte qu'il y avait parfois des soucis au niveau de l'interface et je vais laisser Yannick en parler et puis dire un petit peu les interactions qu'il y a eu avec nous. Donc oui, comme disait Fred, effectivement, pendant ce sprint, le développement au niveau d'EasyMeasure et au niveau de Sushi a été surtout du développement au fil de l'eau, au fil des retours qu'ont fait Fred et Xavier pendant qu'ils testaient cette interface.
Et c'est notamment à cause de ces développements. Quelle année est moissonnée Actuellement, bon, et je continue. Oui, donc, c'est notamment grâce à ces retours qu'on a rajouté une action qui permet de dupliquer les identifiants sushi, étant donné que dans certains cas, dans le CNRS, on en a parfois beaucoup à dupliquer avec uniquement le package ou des identifiants qui changent. Comment je dirais, on avait également ce besoin qui est arrivé, qui était de pouvoir avoir d'un coup d'œil la vision des identifiants qui fonctionnent et de ceux qui ne fonctionnent pas, car quand on commence à en avoir un certain nombre, notamment 45, effectivement, ça devient compliqué de garder le compte de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui doit être revu ou pas. Et donc, c'est notamment pour pouvoir tester ces identifiants qu'on a mis en place ce pop-up qui nous permet de voir la liste des rapports disponibles, en sachant que cette liste de rapports disponibles, dans un futur plus ou moins proche, sera visualisable sans doute directement dans la liste des identifiants, car ce sera plus pratique. Voilà. Et derrière ça, du coup, il y a eu un certain nombre de changements qui ont été faits, mais qui ne se voient pas forcément, effectivement. Voilà, enfin, notamment dans la gestion de ces trucs, enfin, du fait de garder en mémoire ce qui est opérationnel ou non. Et des changements qui ont été faits dans l'interface de visualisation de l'historique, mais qui sont encore en cours de fignolage. Je ne vois pas trop quoi rajouter. C'est pas grave, je vais enchaîner. Okay. En tout cas, merci Yannick. C'est vrai que ces interactions pendant cette phase de test, ça a permis justement de se recentrer au niveau utilisateur et de se rendre compte que Xavier et moi, on est des utilisateurs lambda et on se dit que nos collègues dans les établissements vont se retrouver avec les mêmes problématiques. Et en fait, on a fait des propositions pour justement faciliter la saisie de ce formulaire. Que ça soit le plus simple, le plus ergonomique, le plus facile possible. Bon, on n'a pas vu, on ne vous a pas montré le premier jet du formulaire, mais il a vraiment beaucoup évolué pendant ce sprint. Et donc, on remercie Yannick par rapport à ça. Et puis, donc, pour continuer donc dans ces tests, donc un petit bilan donc qui a été fait au 2 mars. À savoir qu'on a fait donc 45 demandes de rapports éditeurs renseignés. Donc, c'est les 45 fiches qu'on a renseignées, Xavier et moi. Et par rapport à ces 45 demandes, on a eu donc 38 retours opérationnels positifs et puis 7 qui ont échoué. Voilà, donc c'est quand même un bilan assez positif. Et donc, si on regarde sur la slide suivante, on en est à cette étape, justement, l'étape qui est encadrée en vert, l'étape où on a fait la requête pour connaître si la plateforme, si la requête avec les identifiants fonctionnait, et puis quel type de rapport on pouvait obtenir. Mais vous voyez sur le schéma, il y a encore plein d'autres choses à venir. Et justement, Yannick va expliquer pourquoi, notamment la phase de récupération des rapports directement dans EasyMesure. Oui, donc en fait, pendant ce sprint, on est rentré en phase de test de la première phase. Donc, faire la listing de nos identifiants et voir quels rapports sont disponibles. Ce qui est le reste de ce schéma correspond aux différentes étapes de l'import de statistiques sushi dans EasyMesure. Cette partie-là d'importation il y avait déjà un premier jet de fait au précédent sprint et on est en train de peaufiner ça car après les premiers tests, il est apparu qu'il y avait encore des manques à ce niveau-là et notamment on a besoin de plus facilement découper les différentes étapes parce qu'un chargement sushi se fait en plusieurs étapes. Il faut déjà télécharger le fichier, il peut être disponible ou non, il peut être disponible tout de suite ou non.
Après, potentiellement, il faut le valider en sachant qu'il peut simplement contenir des exceptions qui sont retournées par l'éditeur. Après quoi, il faut l'insérer dans EasyMeasure. Tout ça en gardant à l'esprit que les différents rapports, il faut les garder en local pour ne pas avoir à les retéléger si quelqu'un essaie de réimporter la même période. Donc, il y a un certain nombre de choses là-dedans. Et il y a un besoin d'avoir des chiffres et des logs et des informations concernant chaque étape. Et donc ça, c'est quelque chose qui était encore un peu lacunaire jusqu'ici, et on est encore en cours de peaufinage sur cette partie-là. Donc qui fonctionne pour le moment, mais on va y ajouter. On a besoin d'y ajouter encore des choses pour que ça puisse vraiment passer en production. Oui. Voilà. Et du coup, mais on peut quand même maintenant dire qu'on a franchi la première étape et que justement les collègues qui se sont proposés à tester l'interface vont pouvoir le faire maintenant en pré-prod. On passera l'étape production par la suite plus tard, mais pour l'instant, on va pouvoir justement, puisqu'on sait que ça marche et qu'on a testé à grande échelle pour le CNRS, ça va être possible maintenant de le tester. Ceux qui, je pense à l'INRIA, je pense à Jacqueline, je pense à Rachid et puis à l'Université de Lorraine, de pouvoir tester maintenant dans leur établissement la validité donc des éditeurs, en sachant qu'avec l'expérience qu'on a eue avec Xavier, comme il le disait, on pourra toujours vous guider par rapport aux identifiants de telle plateforme, en sachant qu'il y a tellement de disparités que notre expérience pourra vous servir aussi maintenant à vous. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie-là. Et puis laisser la place à Steven pour aussi évoquer le côté administration de Sushi. Donc, comme Fred l'a dit, donc on va aborder une administration de Sushi, mais par ligne de commande. Donc, on vous avait déjà présenté la commande EasyMeasure Admin. Donc, elle va nous permettre de gérer les utilisateurs EasyMeasure, de gérer la gestion des espaces, donc la création, la mise à jour, la suppression, mais aussi d'interagir donc avec les nouvelles fonctionnalités d'EasyMeasure qui sont les fonctionnalités Sushi. Donc, on peut voir sur cette slide une capture d'écran des commandes proposées. Et ce qui va nous intéresser sur les slides suivantes, ça va être les commandes Sushi. Donc, pour expliquer rapidement le fonctionnement de la commande, donc on peut voir qu'il y a beaucoup de flèches qui partent à peu près toutes dans le même sens sur ce slide. Donc la commande qui est en haut à gauche, donc elle va interagir avec l'API EasyMeasure, mais aussi le cluster EasyMeasure, donc ça va être Elasticsearch et Kibana. Mais aussi avec les endpoints Sushi, donc ça va être les adresses URL des API de Sushi des plateformes éditeurs, des choses comme voilà. Et on aura le même cas en fait avec EasyMeasure, donc les deux ont à peu près le même fonctionnement pour les interactions avec Sushi. Voilà. Donc sur cette slide, ça va être un exemple de la commande Sushi. Donc ça va être la commande Sushi test avec le nom d'un établissement, donc dans notre cas Linist. Donc ici on n'a qu'une partie des identifiants Sushi qui ont été testés. Donc on peut retrouver dans ce tableau donc le vendor, donc ça va être la plateforme testée, par exemple iWire, Taylor et Francis, Annual Reviews. Et le package, donc ça va surtout être les portails du CNRS. Donc on va retrouver une colonne statut qui va être success ou error. Donc dans ce cas, on a que du success, mais on verra par la suite qu'il y a eu des erreurs aussi. Le temps qu'a mis la requête pour s'exécuter, un message, mais là il est vide, on aura un message s'il y a une erreur, et le endpoint, donc c'est l'adresse URL en question de la plateforme. Donc suite à ce test, on est en mesure de pouvoir fournir ce genre de tableau. Donc en fait, sur ce tableau, on va retrouver donc une quinzaine de plateformes testées. Il y en a eu beaucoup plus de testés. Comment ? Type de rapport. Oui, type de rapport.
Oui, mais il y a une quinzaine de plateformes qui ont été testées dessus, et en fait, ça va nous permettre de savoir le type de rapport que nous retournent ces plateformes. Donc on peut voir que tout ce qui est en vert avec un 1, c'est ce que la plateforme propose comme rapport. Ce qu'on va retrouver avec un 0 en rouge et que des 0 à la suite, c'est donc les plateformes qui ont eu des erreurs, donc on n'a pas pu vraiment tester. Donc on les retrouve au nombre de 7, et c'est ce que Fred avait dit précédemment. Donc par exemple, on peut prendre le cas de American Chemical Society, donc la deuxième plateforme. On peut voir qu'elle retourne tous ces types de rapports. Et on peut prendre le cas par exemple de Annual Reviews, et on peut voir que TRB1, TRB2 et DRD1 ne sont pas fournis par cette plateforme. Donc dans notre cas, on a 45 entrées sushi qui ont été rentrées pour l'INIST, mais il n'y a que 33 entrées, on va dire, uniques, donc 33 plateformes de rentrée. Donc ça va dépendre, du package, ouais. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on expliquait, c'est que pour l'INIST, CNRS, pour le même éditeur, on peut avoir plusieurs portails. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs entrées, mais enfin, c'est la même entrée, mais dispatchée sur plusieurs portails. Ouais, c'est ça. Et donc on va pouvoir trouver dans la deuxième colonne un nombre, donc 15, c'est pour dire qu'il y a 15 rapports disponibles, enfin 15 types de rapports disponibles sur la plateforme. Et ça va être principalement des rapports TR, PR et BR. Et apparemment, pour Elsevier, il peut y en avoir plus de types de rapports, mais c'est quand même exceptionnel. Je crois que c'est dans le cadre de GeoScience World et Sciences Direct, où tu peux en avoir plus de 15. Ouais. C'est ça. En fait, Elsevier, c'est des rapports qui est exotiques, surtout. Voilà. Et puis GeoScience World, là, ils en ont 24. 24 types de rapports différents. Et potentiellement, c'est 35 rapports différents qu'il est possible d'obtenir via Sushi. Voilà. Qui sont servis de façon hétérogène, comme vous le voyez sur ce slide, par les différentes plateformes. Voilà. On aborde la partie ReadMetrics pour dire que ça avance toujours doucement de ce côté. Thomas, je te passe la parole. Oui, désolé, comme je suis en train de faire du live tweet là, et que je vais couper mon micro pour pas vous assourdir avec mes bruits de clavier, le temps de revenir à ma fenêtre. Donc c'est bon. Oui, ReadMetrics, donc on vous en parle depuis quelques sprints maintenant. On vous en parle pour vous dire de ne pas tellement vous en inquiéter parce que ça concerne surtout les utilisateurs et les établissements et consortiums hors. C'est une sorte d'initiative marketing pour disséminer l'ensemble EasyParse et EasyMeasure aux collègues à l'extérieur de la France, puisque en France, on est dans une configuration spécifique qui consiste à faire installer aux établissements un EasyParse et à opérer, nous, en centrale, un EasyMeasure. Et là, ce qu'on fait avec ReadMetrics, c'est qu'on couple les deux, EasyParse et EasyMeasure. On appelle ça ReadMetrics et on encourage les consortiums ou les établissements à installer l'espèce d'articulation logicielle qui contient ces modules d'un seul coup, quoi. Et dans ce chantier-là, on a contacté nos collègues des consortiums espagnols, portugais et grecs ces dernières semaines pour leur proposer de leur parler de ReadMetrics, voir avec eux est-ce qu'ils seraient des candidats potentiels quoi, de ces outils-là, sachant qu'il y a une mise technique des prérequis, disons, pour pouvoir utiliser à plein ces logiciels. Et puis on comprend, vous aurez compris là avec les dernières slides présentées par les collègues, que ReadMetrics ne nécessite plus forcément l'usage d'un proxy pour être intéressant, puisqu'on va pouvoir y verser aussi des rapports counter. Donc en fait, on pense qu'avec ReadMetrics, on a une solution intéressante à la fois pour réceptionner des traitements de logs collectés en local sur un proxy,
ou comme une solution d'accueil de rapports coûteurs. Donc, on va faire en sorte de parler de cette possibilité à nos collègues. Et puis, là, on est en plein dans le début de ce dialogue. On a des collègues portugais là, qui nous ont répondu il y a 2 jours pour en savoir plus. Donc, on espère que petit à petit, à force d'en parler à des endroits où ces collègues sont présents, le mot va finir par passer. Et puis, on a évidemment l'exemple du Luxembourg où tout ça a très bien marché, qui nous permet de mettre un peu le pied dans la porte pour dire, voilà, on est des candidats sérieux à vous proposer ces outils-là. Et puis, qui sait, ça ouvrira peut-être la porte à des partenariats qui nous permettront aussi de financer une partie du projet. Donc voilà, la prochaine étape, c'est de reboucler avec les collègues auxquels on a déjà écrit, puis d'en trouver des nouveaux. Donc là, on a découvert qu'on avait des collègues en Suisse qui s'intéressaient aussi à ces questions, donc on va les contacter. Donc si vous, de votre côté, vous avez des contacts ailleurs, n'hésitez pas à nous les faire, ou si vous avez des idées de contacts, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, et puis on se mettra en relation avec eux et on leur présentera les outils. Voilà sur cette diapo-là. Merci Thomas. On va vite enchaîner avec les prochaines dates. Avec la prochaine sprint review qui aura lieu jeudi 1er avril. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment décidé. Ça sera le 1er avril à 11h. Et puis la reprise des réunions archives institutionnelles aura lieu cet après-midi de 15h à 16h30. Le groupe GTI a eu lieu vendredi 26 février avec Jacqueline, Thomas et puis Thomas Junot. Et puis avec Thomas, on va faire une formation, on va faire une formation en tant que formateur le 16 mars 2021 pour nos collègues de Strasbourg. Donc c'est organisé par Medial. Donc si tu veux en dire un mot, Thomas. Non, pas beaucoup plus. En fait, on a été sollicité. On commence à être sollicité en fait par des organismes de formation comme Medial ou les Urfistes pour soit animer, soit participer à des formations autour des statistiques d'usage. Proposition qu'on s'empresse d'accepter. Donc la prochaine formation là pour les collègues de la zone strasbourgeoise, Alsace en général, aura lieu en mars. On a une formation organisée par l'Urfis de Nice en avril. Et je pense aussi qu'on va je dis ça, mais je suis pas encore trop sûr, peut-être démarcher un peu plus pour commencer à proposer des formations dans des cadres un peu plus formalisés comme cela, et peut-être un peu moins les prochains temps. J'ai mal commencé ma phrase. En fait, comme on assure beaucoup de support et de formation, on va essayer de rationaliser un peu nos interventions et du coup proposer des séances de formation strictement EasyParse, EasyMesure, des formations type support regroupées, c'est-à-dire plus proposer une formation par demande, mais plutôt regrouper les demandes et faire des rounds de formation, disons mensuels. Et puis aussi peut-être proposer une offre plus formalisée de formation aux organismes de formation et aux urfistes pour apparaître dans les catalogues et puis conduire des formations comme ça tous les quelques mois, tous les 6 mois ou quoi, pour les collègues intéressés dans le cadre de la formation professionnelle. Voilà, donc ça c'est une réflexion qui est en cours et cette réflexion elle prend la forme de cette formation médiale dans les prochains jours, qu'on co-anime aussi avec une collègue du GTI, Gaëlle, qui va prendre en charge l'aspect strictement counter de la formation. Et Fred et moi, on interviendra sur EasyParse et EasyMesure, comme on a eu l'habitude de le faire ces dernières années. Oui. Voilà, donc pareil, si vous avez des contacts dans vos établissements avec vos instituts de formation habituels, n'hésitez pas à leur faire passer le mot, et puis nous, on prendra le relais et on se chargera de monter des offres de formation comme ça. Je pense que ça peut être une façon intéressante à la fois de faire connaître ces outils et puis de les faire manipuler aux collègues qui ne sont pas toujours forcément au courant de leur existence ou de leur intérêt. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire passer l'information.
On va enchaîner avec la ligne de vie, Dom. Très rapidement, oui, pour vous Très rapidement. montrer qu'on a plein de choses à venir. Donc toujours pareil, hein, ce qui est en pointillé, c'est ce qui est à venir. Ce qui est en ligne pleine, c'est ce qu'on a déjà proposé. Donc là, la prochaine fois, au niveau, on n'a pas eu de section EasyParse, on en aura une la prochaine fois, en particulier pour mettre en place un moteur de recherche sur la doc EasyParse, parce qu'elle commence à être relativement fournie et même nous, même nous, en sachant comment ça marche, on se rend compte que ça pourrait être pratique d'avoir un moteur de recherche. On va proposer l'automatisation des chargements Sushi Counter 5. Là, vous avez vu que c'est bien avancé, mais on avance doucement parce qu'on veut faire des choses sérieusement. On présentera Readmetrics, on va travailler sur du reporting de type Vega. Et puis on va aussi encore continuer à améliorer les enrichissements, et ça on va le faire au niveau BIPCNRS ou au niveau call HLM, état call HLM, on va faire des liens en profitant des nouvelles fonctionnalités apportées par la nouvelle version du stack élastique. Je n'ai pas évoqué ça, mais c'est des choses aussi qui s'ouvrent à nous. Et la prochaine fois, je remplirai aussi cette ligne de vie pour pour évoquer tout ce qu'on a comme idée, en fait, parce que là, j'ai encore pas tout dit. Donc voilà. Mais on a plein de choses à faire. Et par rapport à ce qu'a dit Thomas, justement, par rapport à la réorganisation de nos supports, eh bien, je vais vous lancer une petite bouteille pour justement, nous allons organiser donc un support de type webinaire pour des collègues qui nous ont fait la demande, l'Université du Littoral, qui sont totalement débutants dans Kibana EasyMesure, donc leur faire un peu la présentation et les aider, les guider un petit peu dans la création des visualisations et l'organisation du tableau de bord. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, c'est l'occasion de nous faire un retour, et puis on pourra organiser ce mois de mars ce webinaire, donc tel qu'on l'a signalé, enfin tel que Thomas en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester, et puis on proposera plusieurs dates à Framadet, et puis voilà, ça va commencer dès ce mois-ci. Voilà. Peut-être dire que d'une façon générale, vous pouvez tout à fait continuer à nous contacter par mail, comme vous l'avez toujours fait. C'est juste que nous, on va répondre un peu différemment, c'est-à-dire on vous demandera de remplir un sondage de dates et vous vous retrouverez du coup en support avec des collègues d'autres établissements, et on traitera les questions comme ça par lot plutôt que d'y répondre au fil de l'eau. Et on se dit que, enfin, du coup, ça vous donnera peut-être l'impression qu'on est un peu moins réactif, mais à nous, ça nous permettra de nous concentrer un peu plus intensément sur des tâches de fond et d'être moins dans la réaction, disons, comme ça a pu être le cas là ces derniers mois. Aussi parce que et ça c'est très positif pour nous, en fait il y a eu énormément de demandes d'installation, de support à l'installation, et donc pour nous ça c'est très très bon signe. Et donc là on est un peu victime de notre succès, et donc avant de partir en burn-out, en easy burn-out, on préfère prendre les devants et du coup réorganiser un peu la façon dont on va discuter avec la communauté. Sachant que, évidemment, on ne se coupe pas de la communauté, c'est juste qu'on organise un peu différemment les interactions, quoi. Et puis Voilà. les grands thèmes, ça sera donc Kibana, comment accéder à son tableau de bord EasyMesure. Il y aura aussi comment accéder à son tableau de bord Sushi. Et puis au niveau technique, il y aura support par rapport à une nouvelle installation EasyParse, et puis toute je dirais la chaîne depuis EasyParse jusqu'à le reversement dans EasyMesure. Enfin, tous ces grands thèmes-là qui sont récurrents, on les abordera régulièrement en fait. Et puis si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas aussi à nous les faire connaître, parce que peut-être que les thèmes que Fred indique sont trop figés pour vous et que vous posez d'autres types de questions. N'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus pour que nous, on puisse aussi adapter nos façons de répondre à vos questions. Et puis
qui sait, peut-être qu'on se mettra à organiser aussi des formations de fitness pour les gens qui sont en télétravail depuis des mois, des exercices de musculation de doigts, des trucs à faire avec la souris et tout pour voilà. C'est une blague. Hein. Ça sera pour le 1er avril, pardon. Je prends un peu d'avance là. Bon, on a pris un peu de retard, on en est désolé, mais on aimerait bien quand même que si vous avez des questions à nous poser, voilà, c'est maintenant l'occasion de le faire. Non, 14 secondes. Non, 14. on peut prendre un peu de temps. Déjà, on peut répondre à une question que j'ai vue passer, en fait, et je crois que c'était Jacqueline qui demandait quelle année a Pour été... les années. Voilà, les années. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est dans la phase vraiment de test de fonctionnalité. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Et, alors attends, Dom, peut-être dis la question en entier pour ceux qui n'ont pas vu passer dans le chat. Donc la question c'est, est-ce que ce sera possible de moissonner des rapports pour quelles années ce sera possible de moissonner des rapports? Voilà, pour quelles années? Eh ben, en fait, ça sera, ça dépendra des éditeurs. C'est-à-dire que les éditeurs ont mis en place, à partir de 2019, le moissonnage sushi pour certains, les premiers. Et donc du coup, ça dépendra des éditeurs. Et là encore, d'où l'importance de notre phase de test, de pouvoir obtenir la liste des rapports et puis la liste des périodes des rapports disponibles. Et du coup, on n'en est encore pas là. Ce qu'on va faire, c'est on va donc passer à la phase suivante, ça sera de télécharger les rapports, et donc ça sera les rapports courants. Du coup, on aura aussi la possibilité de proposer, l'idée c'est que ça se fasse via l'interface, et de programmer, en fait, l'idée ça sera de programmer les téléchargements automatiques des rapports, c'est-à-dire que vous irez, comme l'ont fait Fred et Xavier, dans votre interface, vous saisirez vos identifiants sushi, vous vérifierez qu'ils sont fonctionnels, et vous direz, eh ben, je souhaiterais que mes rapports soient téléchargés pour une période, donc ça sera 2019-2020, et de manière automatique, on programmera en fait ces téléchargements, et vous serez averti de leur disponibilité, parce que vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de plateformes, il va y avoir pas mal d'universités, il y aura pas mal de rapports, ça va représenter des volumes, c'est des choses qui peuvent être, qui peuvent être asynchrones, et donc toute la machinerie qui va permettre de gérer tout ça, c'est ça qu'on est en train de mettre en place, et de faire pour que ça soit le plus fluide possible pour vous. Donc on avertira tous les testeurs sitôt qu'on commencera en fait la partie saisie plus téléchargement des rapports, parce qu'actuellement on s'est contenté de le faire pour nous, parce que là pour l'instant vous avez vu qu'il n'y a pas tellement de récompenses, je dirais, puisqu'on se contente de vérifier que ça marche. On n'a pas encore des rapports téléchargés et des tableaux de bord qui permettent de les voir. Et les rapports, ça sera dispo le plus vite possible. Je pense que le premier semestre donc de cette année, je pense qu'à la fin du premier semestre, on y verra beaucoup plus clair, et on sera, je pense, potentiellement capable de proposer quelque chose sur 2020, par exemple. Voilà. Mais je ne veux pas non plus promettre, dans le sens où on se rend compte que les éditeurs, les sites des éditeurs ne sont pas à égalité, et ça risque d'être hétérogène. Donc du coup, peut-être que ça concernera un sous-ensemble même de ce qui fonctionne, parce qu'en fait, vous avez vu que même si les éditeurs disent que ils sont compatibles, eh ben, ils ne sont pas toujours vraiment compatibles. Voilà. Ce qu'on peut peut-être dire, Dominique, pour donner un peu plus de contexte peut-être sur cette fonctionnalité, c'est que en fait on est dépendant. Alors c'est une des fonctionnalités où EasyMeasure est dépendant d'une myriade d'acteurs extérieurs sur lesquels on n'a pas de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait chaque éditeur devient une dépendance non garantie pour nous. Donc on a évidemment une chaîne de traitement commune pour chaque éditeur, le fait de déclarer ses identifiants, le fait de tester si les identifiants et si l'adresse l'adresse sushi fonctionne.
Mais le truc, c'est que chaque éditeur, on est dépendant de la réponse de chaque éditeur pour avancer. Et ce qu'on cherche à éviter à tout prix, c'est le fait d'ouvrir cette fonctionnalité alors qu'elle ne serait pas parfaitement quadrillée. C'est-à-dire ne pas vous laisser tous vous casser le nez aux mêmes endroits et vous demander pourquoi vous vous cassez le nez. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on laisse Fred et Xavier se casser le nez pour nous à de multiples reprises. Donc ça explique un petit peu les profils qu'ils ont aujourd'hui sur la caméra. Et non, mais c'est vraiment ça. L'enjeu, c'est vraiment celui de pas ouvrir trop tôt des fonctionnalités qui seraient pas bien quadrillées, et surtout de fonctionnalités qui peuvent partir en erreur, c'est-à-dire des fonctionnalités qui marchent de temps en temps et puis qui partent en erreur de temps en temps. Ça va être beaucoup le cas. Alors d'expérience avec Counter 4 et de notre récente expérience avec Counter 5, en fait, ça reste le cas. C'est-à-dire on a des services sushi qui répondent généralement correctement, mais pas tout le temps. Et quand ça répond pas, il faut qu'on puisse nous le signaler d'une façon propre de notre côté pour que vous soyez pas pris dans un cercle où vous avez l'impression que plus rien ne marche soudainement et du coup vous appelez à l'aide et après ça remarche. Donc nous on vous dit bah non ça marche et vous nous dites mais non ça marchait pas hier, pourquoi ça marche aujourd'hui et puis demain est-ce que ça va marcher. Donc on essaye vraiment de faire en sorte que ça soit bien aligné, que les erreurs qui nous reviennent elles soient correctement prises en charge et qu'elles apparaissent au degré d'importance qu'elles doivent avoir, pas toutes sur le même niveau et avec un niveau de détail suffisant pour qu'on puisse dire bah ça en fait c'est une erreur passagère, ça c'est une erreur qu'il faut prendre vraiment en charge et ça c'est de notre côté, ça c'est côté éditeur, pour qu'on sache à quel endroit on doit nous intervenir ou à quel endroit on doit juste remonter l'info à Counter qu'il y a un éditeur qui se comporte pas comme il devrait, etc., etc. Donc en fait on a, et puis pour chaque éditeur en fait cette mise elle est remise en jeu quoi pour ainsi dire. Avec toutes les particularités que Xavier a décrit tout à l'heure, notamment dans l'accès aux identifiants, etc., etc. Donc on fait en sorte là que que la fonctionnalité Sushi Counter sera ouverte sur EasyMeasure à partir du moment et seulement à partir du moment où nous on aura quelque chose d'acceptable à vous proposer. Et on a conscience que c'est un peu frustrant parce qu'en fait des rapports on a commencé à en moissonner, enfin Dominique a commencé à en moissonner à la main il y a presque un an maintenant, et donc on sait que ça marche. En fait, là, le problème, c'est pas de savoir que ça marche à la main ou une fois pour un éditeur, ou une fois pour une série de rapports chez un éditeur, ou une fois pour une série d'établissements chez un éditeur. C'est de le faire de telle façon à ce que chaque établissement ait la main sur ses identifiants et puisse voir le moissonnage se produire ou ne pas se produire, mais avec des erreurs explicites. Et ça, c'est autrement plus sensible, en fait. Enfin, on le découvre un peu à notre corps défendant maintenant, et nous aussi, on aimerait pouvoir ouvrir rapidement, mais on voit bien que c'est un tout petit peu plus compliqué que ce qu'on avait envisagé au début, quoi. Mais c'est aussi plus compliqué parce que là, soudainement, on dépend de services extérieurs sur lesquels on n'a vraiment pas du tout la main. Voilà, donc j'espère que c'est ce qu'expliquait Yannick par rapport justement à la phase suivante où il y a des requêtes à chaque fois, des interrogations, faut attendre le rapport, enfin il y a plein d'étapes suivantes qui font que ça va être multiplié par le nombre d'éditeurs en fait. Donc voilà. Mais après il faut tout homogénéiser, mais ça va marcher. Est-ce que vous avez... Ah bah, merci pour ces explications, c'est très très clair, hein, mais on y croit, on est sûr que ça va marcher, voilà. On a franchi la première étape, tu vois. Donc maintenant, on sait qu'on peut requêter les plateformes. On a des retours sur le type de rapport disponible. Donc ça, c'était déjà important. Ça c'est stabilisé. Ensuite, ça va être vraiment l'étape du moissonnage, voilà, qui est un peu plus problématique en fonction des éditeurs. Ok, mais en tout cas, à votre dispo pour continuer les tests sur les formulaires. Voilà. Bah, de toute façon, on va vous solliciter là maintenant, donc dès la semaine prochaine. Ça marche. Et puis on l'a peu évoqué, hein, mais c'était plutôt dans la partie Steven, la partie commande EasyMeasure admin, mais pour les organismes qui avaient participé au précédent POC et donc qui avaient déjà envoyé des informations au Sushi,
Une partie du travail qu'on a effectué, c'est aussi de permettre la réintégration de toutes ces informations pour que quand ça sera ouvert, vous aurez accès à vos informations déjà pré-enregistrées, celles que vous aviez fournies, et vous n'aurez juste plus qu'à les valider Valider et les tester. et les tester et éventuellement après, donc du coup, choisir aussi quel type de rapport vous souhaitez, parce qu'en fait, ce que je rappelle aussi, c'est que le précédent POC, il était assez câblé, c'était que les TR qu'on récupérait. Et là, vous voyez bien qu'on va pouvoir avoir la possibilité de choisir son rapport. Donc après, on ne choisira peut-être pas tous les rapports, mais ça aussi, ça risque d'être relativement puissant. Donc du coup, on ne veut pas l'ouvrir sans maîtriser toute cette puissance. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a largement débordé, mais je pense que c'était important de signaler tout ça. Oui. Donc c'est pareil aussi pour ceux qui seront intéressés par la fonctionnalité d'enrichissement via ZNP Wall en déposant des fichiers. C'est des choses qui pourront être aussi assez pratiques et qu'on proposera, je pense, aussi au sprint prochain. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des besoins en fait. On a vu que ça pouvait intéresser des gens, mais en fait, vous avez peut-être des besoins spécifiques sur ces aspects-là. Non. Enfin, n'hésitez pas à nous recontacter, hein, vous connaissez notre adresse. Si vous avez des choses qui reviennent après le sprint, la sprint review, n'hésitez pas à nous réécrire, hein, comme vous savez le faire, et puis on se fera un plaisir de vous répondre. Ça On va marche. peut-être arrêter pour aujourd'hui. On vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et puis, on vous donne rendez-vous le 1er avril pour la suite de nos aventures. Ok, à bientôt et bon Merci appétit. beaucoup. Bon Bonne appétit. fin de bonne journée. bonne fin de semaine. Bon appétit. Allez, au revoir à tous. Au Au revoir. revoir. J'espère que ça